Et si, au lieu de brûler notre maison, la Terre, on prenait le temps de regarder la nature pour s'en inspirer? C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. J'ai rendez-vous avec Idriss Aberkane, professeur de neurosciences, chercheur à Polytechnique et à Stanford, un génie made in France. Vous êtes prof, vous? Ouais, donc j'enseigne à Centrale, je fais Ouais. aussi de la recherche à Polytechnique et je suis affilié Voilà. à Stanford. Mais c'est pas que ça que je fais, je conseille surtout des entreprises en ce moment. C'était ça que vous vouliez faire dans la vie? Non, moi ce que je voulais faire c'était de la recherche et le développement durable m'a toujours intéressé. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que si les gens adoptaient pas le développement durable, c'est parce qu'ils croyaient que c'était pas rentable. Et moi je suis là pour leur dire non, en fait, la nature c'est rentable. Protéger la nature c'est rentable, je vais vous le montrer. Et si vous voulez, c'est le grand mensonge de la révolution industrielle, au fond, c'est nature et emploi, il faut choisir. Et on est resté coincé dans cette idée qu'il est impossible d'avoir nature et emploi. Et mon job, c'est de montrer que c'est pas du tout le cas. Et vous nous parlez de l'économie de la connaissance. C'est quelque chose qui... Vous faites des conférences partout dans le monde. Ouais. C'est plus important que le pétrole, Bien l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, déjà, c'est pas la plus récente, c'est la plus ancienne. L'être Ouais. humain, il échangeait des savoirs bien avant d'échanger des matières premières, de la monnaie, etc. Et la transmission des savoirs, ça a une énorme valeur économique. Moi, j'aime bien citer l'exemple de Bagdad au IXe siècle. Bagdad au IXe siècle était super riche. C'était la capitale mondiale des mathématiques. C'est de là que vient le mot algèbre, algébar, qui était un mot arabe. Et cette ville, donc capitale mondiale des mathématiques, était beaucoup plus riche à l'époque où elle forait de la connaissance que quand elle forera du pétrole. Et c'est ça le sujet. Quand on fore un puits de pétrole, au bout d'un moment, on touche le fond. Mais quand on fore de la connaissance, à quel moment on touche le fond? Si on continue comme ça, si on exploite le pétrole, il n'y en aura plus. La bout d'un connaissance, moment, ça ne servira à rien si on a de la connaissance sans énergie. Ça veut pas dire, attention, le pétrole n'est pas la seule source d'énergie dans le monde, et c'est ça le sujet, c'est que la connaissance permet de libérer d'autres sources d'énergie. Par exemple, 1 kilo de déchets, si on savait libérer son énergie de masse, d'ailleurs E égale mc2, la formule d'Einstein, ce qui veut dire que la formule d'Einstein dit que chaque chose qui a une masse a de l'énergie. On appelle ça l'énergie de masse en physique. Si on libérait l'énergie de masse d'1 kilo de peau de banane, on aurait la demande mondiale en un an. Boum. Simplement, on ne sait pas le faire. Ah oui, mais là, vous me faites peur. Là. Non, mais c'est vrai. Parce que oui, vous dites qu'on va vers une économie, vers un monde sans déchets. Ah oui. C'est cette idée de blue economy. Absolument. Vous pouvez m'expliquer ça? Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est imaginer un monde sans déchets. Imaginez que la prochaine fois que vous voudrez voir un déchet, il faudra emmener vos enfants au musée. Oh, regarde papa, une canette de bière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et pourtant, il y a un monde où il n'y a pas de déchets, c'est la nature. Quand les feuilles tombent des arbres dans une forêt, on n'organise pas de système de ramassage. Et on ne subventionne pas les vers de terre. Parce que pour eux, c'est déjà un profit, ce déchet. Et là où c'est intéressant, c'est que la Blue Economy dit en gros, en une phrase, alors elle a été inventée par Gunther Pauli, un grand entrepreneur, absolument, il est belge. Alors, il vit un peu partout. Mais la phrase clé, c'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Parce que la nature est plus avancée, elle produit mieux, elle a de meilleures marges. Elle est plus efficace. Comment on fait ça? Comment on fait concrètement? Alors on fait des écosystèmes industriels. C'est-à-dire que si on couplait les usines davantage, eh bien on aurait des chaînes où les déchets des uns sont les achats des autres. Il y a plein de cas comme ça. Alors un exemple qui est frappant, c'est en Corée l'année dernière, ils ont découvert comment on pouvait faire une batterie qui vaut très cher, elle vaut plus cher que l'or au kilo. Et cette batterie, ils la font avec des mégots de cigarettes. Mais donc il faut des déchets en fait? C'est même pas qu'il faut des déchets, c'est qu'on les appellera plus déchets. Dans la nature, encore une fois, on les appelle plus déchets. On parle beaucoup de recyclage. En fait, le vrai mot, c'est upcyclage. C'est-à-dire, on recycle vers le haut, on fait mieux. Oui, mais alors, on dit que on vit au-dessus de nos moyens au niveau de ce que la Terre peut nous fournir. C'est vrai, mais c'est parce qu'on est bête. C'est parce qu'on utilise très mal la Terre. En utilisant les déchets, on peut continuer à consommer ce que nous donne la Terre? Pas que les déchets, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que notre efficacité vis-à-vis de la Terre, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. La mer, par exemple, aujourd'hui, parce que là où on vit surtout au-dessus de nos moyens, c'est sur les poissons, les ressources halieutiques. Oui, par exemple. Et là, par exemple, au mois d'août, vers le mois d'août, on a atteint le seuil de renouvellement des poissons. C'était 8 août. Ça, 8 août. Et donc ça, c'est dramatique. Mais pourquoi? On est en 2016 et on se comporte encore comme des chasseurs-cueilleurs avec la mer. Parce que la mer, on cueille, on cultive pas. On n'augmente pas non plus la biodiversité, on coule pas des récifs. Alors maintenant, ça commence à se faire. On coule des récifs pour essayer de créer des récifs là où il n'y en a pas. Mais c'est anecdotique pour l'instant. Alors en France, il y a Franck Zal, que j'aime beaucoup, qui a découvert que l'hémoglobine d'Arénicole est transfusable. Lui, alors l'hémoglobine, donc l'arénicole, c'est un petit ver qui vit dans les plages de Normandie. Vous savez, quand vous baladez sur une plage à marée basse, il y a des trous dans le sol. Ce sont des petits vers qui respirent en fait. Alors à ce moment-là, ils respirent pas parce qu'ils sont en apnée quand la mer est retirée. Et ces petits vers, ils peuvent retenir leur respiration 7 heures. Alors on a découvert que leur hémoglobine est très oxygénante, ce qui la rend intéressante pour les transplantations d'organes, pour plein d'applications médicales. Ce chercheur Franck Zal, il a des fermes maintenant, en mer.
Donc il cultive la mer avec de la vraie biodiversité, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que, évidemment, le verre, il a commencé à faire des écosystèmes. Ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que font les Coréens, ils commencent à cultiver des algues. Donc au large de leur côte, ils ont des fermes d'algues alimentaires, pas pour faire du biodiesel. Et les algues parasites, là, quand ils en ont, ils font du biodiesel avec. Donc il y a des solutions, il faut bien comprendre qu'on n'utilise pas bien la terre, on n'est pas brillant. Vous pensez qu'on peut continuer comme ça? En gaspillant, non, mais si la question c'est le niveau de vie, entre guillemets, on pourrait vivre encore mieux, plus sainement, en polluant moins. Parce que la grande leçon de la blue economy, mais aussi de l'économie circulaire ou autre, c'est qu'il faut soigner l'homme et sa planète ensemble. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment très intéressant. C'était en Thaïlande. Il y avait un hôtel qui polluait énormément, beaucoup de CO2, parce que l'hôtel utilisait beaucoup de clim. Et une start-up thaïlandaise qui s'appelle Energaya est arrivée en disant on vous met des bioréacteurs spiruline sur votre toit. Alors, la spiruline, c'est l'algue la plus chère du monde, antidiabétique, anti-hypertensive, enfin, c'est vraiment une superfood et elle vaut très cher. Eh bien, il plante ces grands aquariums cylindriques à spiruline sur le toit de l'hôtel. Ils vont absorber 2 fois l'empreinte carbone de l'hôtel, x2, c'est-à-dire l'hôtel plus le même hôtel à côté qui polluerait pareil. Et ensuite, ils revendent la spiruline aux clients de l'hôtel directement sous forme de spaghettis et de smoothies. Voilà. Ça, c'est un cas typique de bonne croissance efficace où on va à la fois soigner l'humain et soigner la terre. C'est un petit cas, mais on en voit de plus en plus de cas comme ça. D'accord. Il faut qu'on soit plus intelligent. Un autre exemple de coopération inspirée de la nature, c'était le GPS Waze, qui est le meilleur GPS au monde, qui a été développé au départ en copiant les fourmilières. Et ils ont fait donc un grand réseau social. Et là, malheureusement, même les pouvoirs... Alors, chacun envoie une information, c'est ça, au réseau. C'est ça, exactement. Comme les fourmis. Alors les fourmis, elles, en général, elles mettent une petite goutte de parfum sur le sol qui leur permet de faire comme le petit pousset, de trouver les chemins les plus efficaces, par exemple, jusqu'à la bouffe. Eh bien, Waze, c'est les données d'accélération, de décélération sont envoyées en temps réel et tous les automobilistes en profitent. Mais les solutions, il y en a plein sous nos yeux. Simplement, on a été trop, peut-être, bêtes ou paresseux pour les appliquer. Et elles sont rentables, c'est ça que vous dites. Moi, mon seul message, c'est de montrer que la nature, elle est totalement profitable pour l'industrie. Même le plus gros bourrin du retour sur investissement à court terme, un jour, va comprendre enfin que c'est juste plus intéressant de préserver la nature et que son modèle d'affaires est mauvais et qu'il pourrait même, lui, s'enrichir encore plus sans détruire la nature. Si jamais on démontre ça, il est évident que tout le monde va l'adopter. Même le type le plus inintéressé à la nature va l'adopter. Il a encore temps, donc. Il est encore temps. Vous pensez qu'il est encore temps? Sinon, je me flinguerais tout de suite. Je veux dire, si je pensais que c'était pas encore temps, je me jetterais par la fenêtre là en live dans l'émission. Mais je pense que c'est encore temps. C'est mieux d'espérer. Merci. Merci beaucoup. C'est une tête, cet Idriss Aberkan. On a envie de le croire. En tout cas, il file la patate. Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Je vous embrasse les 507 millions d'Européens et d'Européennes, et ce soir, j'embrasse tout particulièrement les vers de terre, qui font un travail formidable dans l'indifférence générale. À bientôt.